Comme je l'avais annoncé ce matin, nous avons des facilitateurs graphiques. Donc il y avait Stéphane, dont vous avez pu découvrir les croquis au fur et à mesure de cette journée, mais il y avait également Clara Villard, donc qui elle a croqué, mais un peu dans son coin, j'ai envie de dire, et qui va maintenant nous partager justement un peu son billet d'humeur, comme j'aime à l'appeler. Donc je vous propose d'accueillir Clara Villard. Bonjour Clara, alors peut-être en quelques mots et en quelques dessins, qu'est-ce qui a attiré votre attention aujourd'hui et sur quoi est-ce que vous aimeriez attirer notre attention? Bonjour, alors la question est difficile, hein, parce que là j'en ai plein la tête. J'avoue que j'ai bien aimé les intros du matin, qui ont vraiment posé le décor sur comment on considère la population. Déjà, qu'est-ce que c'est la population? Est-ce que c'est un bloc? Vraisemblablement pas. Et quel rôle on leur donne? Est-ce qu'on arrête de prendre les gens pour des imbéciles? Enfin voilà, j'ai bien aimé ce lancement-là qui a derrière en fait tissé un fil rouge sur toute la journée. Alors je vais vous partager mes dessins. Stéphane, mon complice, vous a partagé les siens au fil de la journée. Donc le livrable combinera les deux. Moi là, mon rôle c'était de prendre les éléments un peu synthétiques. Donc ça, c'était ce matin, justement. Donc on a eu en haut, je vous aide juste à la lire pour plus tard. En haut, donc on a eu un petit rappel des enjeux. Tout de suite, ça a été posé que la plupart des personnes en crise sont plutôt solidaires et réfléchies. On est loin des hystériques qu'on peut voir dans les films catastrophes. L'enjeu, c'est comment, et ça vient d'être dit dans les remarques, comment on articule la spontanéité et puis le cadre, hein, puisqu'il faut aussi du cadre pour gérer les crises. Donc l'idée, c'est que la population est une ressource. Et avec oui mais peut-on gérer démocratiquement une crise? Voilà. Est-ce que c'est un temps propice au débat démocratique ou non? Quels sont les risques à dire non? Enfin voilà, il y a tout ça qui a été soulevé ce matin. Ensuite, Ghislaine Verrier-Leblanc nous a rappelé un petit peu voilà, le chemin hein, pour aller à l'action. Il faut connaître, comprendre, s'organiser, agir, avec le constat qu'il y a une force associative très importante en France. Des objectifs qui sont plus d'informations sur les actions à faire quand on est en crise, plus de canaux d'information, plus d'exercices qui impliquent la population et plus de prise en compte des personnes vulnérables avec une adaptation des outils à leurs besoins. Et ça a été redit pour tous les publics tout au long de la journée. Et puis on a eu après un petit aparté sur les origines en fait, de la protection civile jusqu'à la sécurité civile, avec le glissement de on se prépare à la guerre à on se prépare en temps de paix. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin, vous aurez la vidéo, je pense, dans le dossier. C'est bon, du coup, Clara? Oui, c'est bon. Ok, top. Eh ben, un grand merci. Alors après, non, c'est bon, okay, c'est ce qui me semblait. Je vais aller vite. Donc ça, c'était la deuxième. Alors, c'était le regard des scientifiques, en fait, des sociologues, sur les comportements des populations en crise. Donc pas de panique, non, les comportements de panique ne sont pas les plus nombreux en crise. Bougez-vous, en fait les premiers à agir en général c'est les proches, hein, c'est ceux qui sont là. Et puis haut les mains, c'est non, en fait à part dans les émeutes, les comportements sont plutôt vertueux. Et les comportements déviants sont à la marge. On nous a présenté voilà, plusieurs facteurs qui influencent la participation. Et puis des formes de collaboration qui appellent des défis. Donc comment on coordonne, on l'a dit avant, le spontané et le cadré, comment on qualifie, on forme en équipe les bénévoles, comment on assure leur sécurité et quid de leur responsabilité si jamais ils font quelque chose qu'a priori il ne fallait pas faire, et comment on crée de la confiance mutuelle grâce à l'empathie et la communication. Alors ça m'a inspiré un modèle, je ne sais pas si vous connaissez le triangle dramatique de Karpman, qui est en fait qui veut que si on fait pas attention, on passe notre temps à prendre 3 rôles dans la vie, dans nos interactions, soit le rôle de victime, soit le rôle de bourreau, soit le rôle de sauveur. Et je me suis dit, il y a quand même un petit peu, alors c'est affiné parce que j'ai fait voilà comme ça, mais c'est affiné, mais je pense qu'il y a un peu de ça dans la relation ceux qui font autorité et ceux qui font. Alors j'ai pas mis ceux qui subissent parce que ça serait une posture de victime, mais en gros pour la population ou ceux qui font, le risque du sauveur, c'est de faire à la place des autres. Le risque du bourreau, c'est de tout mettre sur le dos de l'État ou des autorités en disant « Ah, c'est leur faute s'il ne se passe rien ». Et il y a le rôle de victime qui dit « J'ai peur, seuls les experts peuvent m'aider ». Et du côté de ceux qui font autorité, il y a la posture du sauveur, c'est « Faites-moi confiance, faites ce que je dis ». Donc il y a un rapport de subordination qui se met en place. Il y a la posture de victime, c'est « Je fais tout pour vous et pourtant rien ne change, vous vous rendez compte ?» Donc c'est culpabilisé. Puis il y a le rôle du bourreau qui terrorise. Et si vous ne faites rien, vous êtes irresponsable, vous devriez avoir peur. Et alors juste pour compléter, mon idée derrière c'était que en fait, tous ces rôles font qu'on ne prend pas sa part. Voilà.
Et que les moyens pour en sortir, ça rejoint la slide sur le regard des sociologues, c'est la conscience, la communication et l'empathie. Voilà, c'est revenir dans la responsabilité et prendre sa part. Alors après, ça c'était la dernière table ronde, le dernier dialogue de la matinée. Alors merci aux intervenants qui ont, à partir d'exemples locaux, toujours sont remontés en généralité, ça m'a bien aidé pour prendre des notes. Donc il y a différentes idées qui sont en lien. En haut à gauche, il y a l'idée du dialogue, dialoguer, prendre le temps pour comprendre les personnes et leurs représentations. Donc réfléchir aussi à l'impact de nos différents rôles dans la vie. Et puis se connaître, ça permet de nourrir la solidarité. En bas à gauche, on était sur la question de la grande précarité, qui est finalement une double ou une triple peine face aux catastrophes. Donc ne pas oublier de cible quand on informe, quand on agit, proposer des outils qui répondent vraiment aux besoins d'information, et puis faire simple et visuel. Et enfin, en haut à droite, c'était sur l'impact de notre environnement immédiat sur nos comportements. Si on voit personne qui bouge, on va pas oser bouger. Il y a des expérimentations comme ça où on voit une personne qui se lève, du coup tout le monde se lève. Enfin bref. Donc c'est accepter la complémentarité entre des informations officielles et des informations qui viennent du terrain. Donc c'est toujours cette articulation spontanée et cadre. Donner de la visibilité au bon comportement. Et là, on a eu une explication. Il ne faut pas surestimer quand même l'impact des applications. Et donc l'idée, c'est vraiment de se raccrocher aux supports qui marchent, c'est-à-dire les réseaux sociaux et les médias, les grands médias. Si on arrive à rentrer là, l'info, elle passe mieux. Voilà. Et puis on a eu aussi une présentation sur les personnes en situation de handicap avec plusieurs besoins qui ont été exprimés. Donc se former au premier secours, adapter les matériels mis à disposition, renforcer la participation en amont, les associer au retour d'expérience, les informer. Ça fait du lien avec ce que Ghislaine a présenté sur les ateliers envers les personnes soit non et malvoyantes, les personnes sourdes, les personnes âgées, etc. Des associés pour comprendre leurs besoins en fait. Là, c'était la petite plénière en début d'après-midi, en temps quoi. Donc on a eu 3 présentations, dont une en visio. Donc une sur finalement la mission parlementaire. L'enjeu était de partir du terrain pour finir dans les ministères et pas avoir un truc descendant, avec 64 propositions qui ont été posées. L'idée que l'engagement citoyen est vraiment à intégrer en fait dans notre fonctionnement de gestion de crise. En bas à gauche, vous avez eu le témoignage de la ville de Paris sur la 2e stratégie de résilience. Alors il y a un élément dans les exemples qu'elle a donné que j'ai raté, mais voilà, l'idée c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont testées, qui vont être testées sur le prochain plan qui a été signé là, tout récemment. Et puis en haut à droite, c'était la Croix-Rouge qui nous expliquait comment on transforme une organisation pour être capable d'accompagner un monde en rupture, plus en transition mais en rupture, avec des clés en fait, la compétence, la reconnaissance, la confiance, la neutralité et l'ancrage dans les territoires qui est aussi beaucoup revenu toute la journée. Et puis une question sur la société civile organisée, puisqu'on a beaucoup parlé des autorités, on a beaucoup parlé des citoyens, mais en fait il y a plein de maillons en fait, au milieu. Et donc l'idée que l'état du tissu associatif, c'est aussi un indicateur de la santé de la société, et qu'il y a bien sûr, il faut intégrer ces maillons-là qui ont une intériorité sur les territoires dans les processus de co-construction. Et alors le dernier, alors je m'excuse, c'est un peu, voilà, c'était l'atelier de tout à l'heure, qui était très riche, très très riche. C'était sur, moi j'étais en bas, sur les voies et les formes d'engagement. Donc on a eu une première présentation d'une chercheuse sur les différentes, partant du constat qu'il y a une crise de l'engagement. Voilà, c'est ce qu'on dit. Donc elle nous a donné un certain nombre de clés sur les visions de l'engagement avec le modèle du conflit de l'enrichissement. Le fait que l'engagement, c'est une combinaison de facteurs. C'est pas juste une motivation individuelle, c'est aussi une culture sociale, puisque suivant les pays ou les territoires, on ne va pas avoir la même culture de l'engagement. Et donc, elle identifiait 3 enjeux, l'enjeu intergénérationnel, l'adaptation au territoire et la possible cannibalisation des engagements. Là, elle n'a pas tranché, en fait. C'est est-ce que quand on s'engage partout, finalement, ça ne revient pas à tout annuler. Et alors, j'ai essayé de dégager des mots-clés de ce qui a été dit. Donc, moi, il me semblait qu'il y avait un premier temps sur interface et maillon. On a vu qu'il y avait vraiment une importance à avoir un traducteur entre la population et les organisateurs. Aussi une interface entre les volontaires spontanés et les autorités aussi, pour organiser leur intervention. Le besoin de professionnaliser le secteur associatif et de s'appuyer sur des relais qui connaissent bien les oubliés de l'information et de l'action. On a parlé de territoires où les gens sont très 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 loin de toutes ces problématiques-là, puisque leur souci, on va dire que leur risque majeur, c'est de gérer le quotidien. Donc c'est aussi s'appuyer sur des relais qui les connaissent et qui les comprennent. Deuxième point, c'est la légitimité. Donc on a eu des exemples d'expérimentation de la décision dès le plus jeune âge. Alors plus jeune âge, je m'entends, l'adolescence, on va dire. Être dans l'action, ça rend légitime aussi. Et puis identifier les ressources associatives disponibles localement. On a vu qu'il y en avait beaucoup et ça avait été dit en introduction.
Troisième pilier, la capitalisation et le partenariat. Donc s'appuyer sur des tiers de confiance pour assurer le transfert à la société civile. Tiers de confiance en matière de compétences et financiers aussi, qui vont pouvoir aider à accrocher des démarches au niveau des populations pour après les laisser vivre leur vie. Et associer aussi, le partenariat, c'est aussi associer les volontaires au retour d'expérience. On s'aperçoit qu'ils disparaissent une fois la crise gérée. Et c'est très dommage de ne pas les intégrer pour finalement aussi les faire monter en apprentissage. Et le dernier pilier que j'ai levé, c'était l'éducation au sens large. Donc on a eu un exemple à partir des scouts. Et finalement l'importance d'une éducation par essai-erreur, former les jeunes au leadership aussi, pour les aider à se positionner pendant la crise, à prendre des décisions. On a parlé également d'une démarche à La Réunion qui s'appuie vraiment sur toutes les associations locales, indépendamment de risques ou pas en fait, et qui s'inscrit dans la durée pour aller toucher un public très large et monter en compétences les populations. Et puis aussi, on a parlé de l'importance de se reconnecter aux savoirs vernaculaires qui sont là aussi dans l'articulation, savoir vernaculaire et savoir scientifique et technique. Voilà, on est vraiment sur une question d'articulation. Merci Clara et bravo pour ce travail.